Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est peut-être un petit peu sombre. Si c'est le cas, j'en suis désolé, je suis en train de tester des nouvelles choses dans la caméra, dans le but évidemment d'améliorer la qualité des vidéos. Donc si je suis un peu sombre pour cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je m'en excuse à l'avance. J'espère en tout cas que ça ira. L'affaire dont on va parler aujourd'hui est une affaire américaine qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps que ça et qui est un petit peu exceptionnelle entre guillemets puisque c'est une avocate américaine qui est accusée d'un triple meurtre. Donc j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous et sans plus tarder, c'est parti pour celle-ci. Serving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? En 2021, une avocate américaine située en Oklahoma dans la ville de Beggs a été accusée d'avoir aidé l'un de ses clients, dont elle était tombée amoureuse, à tuer son ex ainsi que ses parents. Cette affaire fait énormément parler d'elle aux États-Unis et il y a de quoi, d'autant que le procès est prévu en 2024. Alors, que s'est-il passé et comment une avocate a-t-elle pu passer de l'autre côté du barreau ? J'espère que vous avez compris mon petit jeu de mots. Le 7 septembre 2019, un membre de la famille Chandler, venu rendre visite à ses proches, est tombé sur une scène d'une horreur inimaginable. Celui qui s'attendait à entendre des rires s'est retrouvé face à un triple meurtre. Jack Chandler, ainsi que sa femme, Evelyn, et leur fille, Tiffany Hatcher, ont froidement été abattus à l'intérieur de la maison. Immédiatement, l'homme a appelé le 911 et de cette manière, policiers et ambulances se sont rendus au plus vite sur le lieu des meurtres. Très vite, à l'arrivée des enquêteurs, celui qui a trouvé les corps a déclaré à ces derniers qu'il devrait se renseigner sur l'ex-petite amie de Tiffany, un certain Barry Titus, parce que ce dernier était en conflit avec Tiffany et d'ailleurs avec le reste de la famille. Tiffany Hatcher et Barry Titus avaient commencé à sortir ensemble en août 2017 après s'être rencontrés sur la célèbre application Tinder. La relation entre ces deux personnes a été relativement brève, mais pas moins tumultueuse pour autant, puisqu'il semblerait qu'à peine un mois après qu'ils commencent à sortir ensemble, la jeune femme a affirmé que les abus de la part de Barry ont commencé. L'homme lui donnait des coups de pied, la frappait et l'étranglait, il était autant violent physiquement que verbalement, et selon lui, ses agressions étaient pour la tester, voir s'il était vraiment loyal envers lui, un jeu pervers et malsain qui, dès le départ, dresse un portrait peu glorieux de cet ex en question. Tiffany, de son vivant, l'avait également accusé de l'avoir impliqué dans le trafic et la consommation de méthamphétamine ainsi que d'héroïne, et le casier judiciaire de l'homme montre une panoplie d'accusations en tout genre, dont pour trafic et consommation de drogue. 3 mois seulement après le début de cette relation, Tiffany a déclaré que Barry l'avait battue si brutalement qu'elle avait fini hospitalisée, et pas pour des petites blessures. La pauvre femme avait des côtes fêlées, son foie ainsi que son rein avaient été endommagés et des ecchymoses couvraient ses bras, ses jambes, son estomac et même son cou. Autant dire que la pauvre femme vivait un enfer aux côtés de cet homme, d'autant que ce n'est pas tout, puisque Barry ne s'est pas arrêté à ça. L'homme s'amusait à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, puis versait de l'eau sur elle et lorsqu'elle se réveillait, il la battait et l'étranglait jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse à nouveau. Au cours de cette relation, Barry a fait un bref séjour en prison, séjour durant lequel Tiffany est venue lui rendre visite en février 2018. Malgré cette peine de prison, Tiffany est tout de même restée avec l'homme, alors que ça aurait pu être le bon moment pour pouvoir s'échapper de cette relation. Alors que ce dernier est sorti de prison et qu'ils étaient tous les deux sur la route pour retourner en Oklahoma, ils s'étaient arrêtés à Amarillo en chemin où, là encore, un témoin a dû appeler la police pour leur signaler que Barry était en train de frapper Tiffany. Ce dernier n'apprenait décidément jamais de ses erreurs. À peine sorti de prison, il recommence à battre la pauvre Tiffany et en plus de ça, il le fait en public. Il n'a vraiment aucune honte.
Malheureusement, à l'époque, la jeune femme ne se sentait pas prête à porter plainte contre lui, d'une part parce qu'elle avait peur de ce dernier, et parce que vous savez, l'amour, la manipulation, tout ça, sans compter la force que ça demande de rentrer dans ce genre de procédure judiciaire. Et d'ailleurs, visiblement, la femme avait raison d'avoir peur des conséquences que cela pourrait mener que de porter plainte contre l'homme. Puisqu'en octobre 2018, Tiffany a enfin eu la force d'accuser Barry d'agression et a même déposé une ordonnance de protection contre lui en juin 2019, soit environ 5 mois après l'arrivée d'un étrange colis chez ses parents, mais c'était sans compter son meurtre en septembre 2019. Et le colis, ne vous inquiétez pas, on y revient un petit peu plus tard dans l'affaire. Donc je pense que là, dès le début, vous voyez un petit peu le scénario. Cette femme se faisait maltraiter par cet homme, elle a fini par porter plainte contre lui, et comme par hasard, peu de temps après, elle se fait tuer. Bon, pas besoin d'être Einstein pour comprendre qui est le coupable, mais alors que vient faire cette avocate dans l'eau? Sur la scène du crime, la police a constaté que les 3 victimes avaient été abattues à plusieurs reprises avec au moins 2 armes de calibres différents, donc ils supposent qu'il y avait au moins 2 tireurs. Les auteurs semblaient s'être frayé un chemin par la porte d'entrée en lui donnant des coups de pied afin de l'enfoncer, et heureusement, seul point positif dans ce drame, la maison était équipée de caméras de surveillance, donc potentiellement, elles ont pu capturer le visage des assassins. Les caméras de surveillance avaient en effet enregistré certains des événements qui ont pu aider à l'enquête, notamment pour appréhender les coupables, puisqu'on a pu apprendre que les meurtriers étaient arrivés au domicile des victimes dans un véhicule de couleur claire, 2 personnes ont bel et bien quitté la voiture après s'être garées sur la chaussée au sud-est de la maison de la famille Chandler, et une personne était vraisemblablement un homme assez grand, alors que la deuxième personne était bien plus petite et plus fine, et donc potentiellement ça pouvait également être une femme. Les complices se sont approchés de la maison à pied, puis subitement, la caméra de surveillance a été coupée. Les enquêteurs ont alors déterminé que les suspects avaient coupé le compteur électrique avant de donner un coup de pied à la porte pour entrer, sûrement pour éviter tout système de sécurité possible. Après avoir examiné l'horloge sur la cuisinière une fois l'électricité rétablie, les enquêteurs ont rapidement su que cette électricité avait été coupée vers 3h04 du matin et que donc les meurtres se sont produits seulement quelques minutes après. Une fois à l'intérieur de la maison, les suspects ont tiré sur chaque membre de la famille, un par un, alors que certains tentaient de fuir. Evelyn Chandler, la mère de Tiffany, âgée de 69 ans, a vu son mari se faire abattre lorsque les intrus sont entrés dans leur chambre. La pauvre femme a essayé de se cacher dans le placard, mais elle aussi s'est fait tuer cette nuit-là. Tiffany, la principale cible de ce triple meurtre, a subi de graves violences physiques, de la torture et aurait énormément souffert avant de mourir, ce qui prouve également que c'était bien elle la cible de ce triple meurtre, puisque c'est la seule qui a eu autant de torture avant de mourir. Les 2 autres personnes se sont juste, entre guillemets, pris 2 balles, alors que Tiffany s'est pris plusieurs coups, elle a vraiment subi de la torture et s'est faite tirer dessus à de multiples reprises. Ses parents, eux, ont été assassinés simplement parce qu'ils étaient là, c'était des dommages collatéraux, ils n'étaient en aucun cas la cible des meurtriers. Par chance pour les policiers, les assaillants n'étaient pas les plus appliqués qu'ils soient puisqu'ils ont laissé pas mal de preuves derrière eux. Une casquette de couleur foncée avait été laissée sur les lieux, ainsi que d'autres articles à partir desquels les enquêteurs ont pu recueillir des échantillons d'ADN. Les articles ont tous été soumis au laboratoire pour analyse, dans l'espoir de tomber sur un match dans leur immense base de données, et par chance, une concordance a bel et bien été trouvée avec un homme. Un homme dont vous avez déjà entendu le nom, puisque je vous l'ai déjà cité au début de cette affaire, et l'homme n'était autre que Barry Titus, l'ex-conjoint de Tiffany, la cible de ce drame. C'est un petit peu plus tard que la police, en fouillant sur cette affaire, a découvert que Barry avait agressé Tiffany au moins 2 reprises dans le passé, donc potentiellement d'autres fois non connues des services de police, et que des accusations de crime étaient en suspens contre lui pour l'une de ces agressions. Et dans le même temps, les dossiers judiciaires ont pu révéler aux policiers que Tiffany avait déjà pris une ordonnance de protection contre son ex, qui la terrifiait depuis un bon bout de temps. L'avocate de la défense de Barry pour les autres affaires de crime et d'ordonnance de protection était une femme du nom de Keegan Kelly Arrows, et qui était également prétendument sa conjointe à ce moment-là.
Sauf qu'au-delà de sa profession, Keegan n'a pas seulement défendu légalement Barry, elle a également essayé de détruire son ex-petite amie Tiffany. Ce n'était d'ailleurs pas du tout la première fois que la police était appelée au domicile des Chandler. Depuis quelque temps, ils se faisaient harceler, et on se demande bien par qui. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'un petit colis qui avait été trouvé chez eux 5 mois avant l'ordonnance de protection qui a été déposée par Tiffany à l'encontre de Barry. C'est en janvier 2019 que ça s'est passé lorsque les Chandler avaient trouvé un paquet suspect contenant une substance poudreuse sous leur Porsche. Cependant, tout test sur la substance pour identifier si c'était une drogue ou un poison était absolument tous revenus négatifs. Toutefois, durant l'enquête sur le triple homicide, un homme confronté à une affaire de trafic de drogue dans le comté d'Oklahoma, qui n'a de base rien à voir avec cette famille, s'est présenté pour admettre que c'était lui qui avait déposé ce paquet sur le Porsche de la famille Chandler. L'homme nommé José Uribe a expliqué qu'à l'époque, il avait travaillé avec les forces de l'ordre afin d'obtenir une peine plus légère, en essayant de fournir à l'accusation des informations utiles. Il semble cependant que son avocate de la défense, qui n'était autre que Keegan Arrows, avait essayé de l'utiliser au lieu de l'aider selon certains médias. Dans un complot de vengeance présumé contre Tiffany, Keegan a approché cet autre client pour mettre en place son plan machiavélique. Cette femme était visiblement très manipulatrice. Keegan aurait approché José en janvier 2019 pour lui demander de déposer le fameux paquet qu'il croyait être de la méthamphétamine à la maison de Chandler. Elle lui aurait dit qu'il s'agissait d'un acte de vengeance contre quelqu'un qui y vivait et qui témoignait contre l'un de ses autres clients. La poudre s'est avérée plus tard être en réalité simplement du sucre, néanmoins c'est tout de même des pratiques assez douteuses pour des avocats qui sont censés représenter la loi. Et donc, vous vous en doutez, le client en question qu'elle voulait venger était Barry, le petit ami de Keegan et l'ex de Tiffany. Barry faisait face aux fameuses accusations de violence domestique, d'agression, d'étranglement et d'enlèvement, en plus du fait que Tiffany avait déjà accusé ce dernier de menacer sa famille, ce qui fait tout de même un bon nombre d'accusations pour un seul homme, et dont la petite amie et avocate voulait défendre coûte que coûte. Keegan, en plus de ça, aurait fait une faute de plus en demandant à José Uribe, le trafiquant et son autre client, de contacter l'équivalent du SPIP en France mais aux États-Unis pour leur dire que les drogues qu'il achetait étaient vendues à la maison des Chandler, en gros pour les balancer, qu'ils aient un contrôle et qu'ils aient des problèmes potentiels avec la justice. Suite à quoi, le 13 septembre 2019, Keegan a été accusé d'intimidation de témoins et arrêté le jour même. Mais ce n'est pas tout, puisque ce jour-là, également, le frère de Keegan, qui s'appelle Jacoby, qui lui vit au Texas, a appelé les enquêteurs et leur a remis un fusil AR-15 qui leur a dit qu'il était intimement persuadé que cette arme avait été utilisée dans un triple homicide à Beggs en Oklahoma. Mais il n'a rien dit de plus, alors les agents ont simplement confisqué le fusil et n'ont pas posé plus de questions, puisque l'homme, donc pour ceux qui n'ont pas compris, vivait au Texas, les meurtres se sont passés en Oklahoma, et donc forcément les policiers du Texas n'ont pas compris pourquoi cet homme leur apporte une arme qui aurait été impliquée dans une fusillade qui s'est passée en Oklahoma. Bon, les États ne sont pas très loin, mais tout de même, ces policiers-là en question n'étaient pas forcément au courant de cette fusillade. Quoi qu'il en soit, grâce aux recherches menées sur l'arme, ils ont pu retrouver l'acheteur d'origine, un homme qui vivait sur une propriété et qui dispose justement d'un champ de tir. L'homme a déclaré à la police qu'il avait acheté le récepteur et construit le fusil lui-même avant de le vendre à Barry Titus. Barry, accompagné de Keegan, serait allé à la propriété pour voir le fusil, le tester avant de l'acheter. L'homme a également déclaré que pendant les négociations, le couple aurait tous deux tiré avec le fusil. Une fois la transaction terminée, Keegan aurait récupéré un deuxième AR-15 du véhicule dans lequel ils sont arrivés, et elle et Barry ont tiré avec ce deuxième fusil avec les munitions qu'ils avaient apportées eux-mêmes. L'homme a même montré aux enquêteurs où le couple avait tiré et les a informés que personne d'autre n'avait tiré là-bas depuis leur visite, et donc toutes les douilles récupérées à l'endroit ne pouvaient être que les douilles des armes à feu du couple. Et jackpot, s'il fallait encore plus de preuves de leur culpabilité, en voici, en voilà. Il a en effet été déterminé que les balles tirées du fusil que Keegan avait récupéré du véhicule correspondaient aux douilles saisies sur la scène du crime.
Au début du mois d'octobre 2019, les enquêteurs ont fouillé la maison de l'avocate pour la deuxième fois au moment où son frère, qui a remis l'arme au policier, a été cité à comparaître pour témoigner devant un grand jury. Sur place, les enquêteurs ont saisi une paire de bottes qui, selon eux, correspondrait exactement à l'empreinte qu'ils avaient trouvée sur les lieux du meurtre. Mais alors, on en revient toujours à cette même question. Qui est-ce qui a pu pousser une avocate à commettre de telles horreurs ? Keegan Arrows, née Keegan Kelly, avait pourtant un avenir prometteur en tant qu'avocate de la défense. Elle était très appréciée des juges et même de ses clients, notamment parce qu'elle était réputée pour être quelqu'un de très impliqué dans ses affaires. Elle trouvait toujours quelque chose de bon chez ses clients, la preuve avec Barry, visiblement, malgré les horreurs que certains avaient pu commettre. Elle était diplômée de la faculté de droit de l'université d'Oklahoma City depuis l'année 2010 et a passé 1 an à travailler comme avocate avant de devenir stagiaire juridique pour le bureau du défenseur public dans le comté d'Oklahoma, et elle est restée à ce poste pour devenir défenseur public adjoint par la suite. Cette femme a toujours été décrite par tous ses anciens collègues comme une travailleuse acharnée, qui était très droite dans ses bottes, qui aimait passionnément son travail et qui adorait plus que tout défendre toutes les affaires qu'on pouvait lui donner. En mars 2014, elle est même devenue propriétaire de Arrows Law, qui n'est autre, vous l'aurez compris, que son propre cabinet à Oklahoma City. Pourtant, malgré son travail d'avocate, qui est censé avant tout servir la justice, la jeune femme a eu quelques excès ayant franchi parfois la barrière de l'illégalité. En mai 2014, elle a été accusée d'agression domestique contre son mari de l'époque, un certain Nicolas Arrows, et lui aurait donné 2 coups de pied au niveau du visage. Visiblement, la femme avait tout de même quelques excès de violence. Elle a également fait face à des accusations d'outrage à agent et même d'agression envers un policier. Selon l'affidavit de cette affaire, l'agent a documenté que la victime avait du sang sur l'oreille gauche, des bosses enflées sur le visage et des abrasions sur le front, la joue et l'arête du nez. Les accusations ont malheureusement ensuite été abandonnées. Je pense qu'il y a eu peut-être un petit pot de vin, des arrangements à l'amiable, mais tout de même, ces 2 antécédents montrent à quel point la femme pouvait faire preuve de violence, et en plus de ça, là, elle est tout de même accusée de triple meurtre. Franchement, pour une avocate, ça le fait moyen. C'est durant l'année 2018 que Keegan a rencontré Barry, lorsqu'elle a commencé à le représenter pour, à la base, juste des accusations de trafic de drogue et d'armes à feu. Lorsque Tiffany Hayshore l'a accusé de l'agression et a déposé la fameuse ordonnance de protection contre Barry, Keegan l'a également représenté dans cette affaire. Et rapidement, ensemble, ils ont commencé à flirter et à avoir une relation sentimentale qui allait bien au-delà de leur relation professionnelle. David Bedford, l'ex-petit ami de l'avocate et ancien partenaire juridique, a déclaré au magazine People que la prise de décision de l'avocate était littéralement au ras des pâquerettes depuis qu'elle a commencé à fréquenter Barry Titus. Elle ne se présentait plus au travail, elle était indifférente face à tout, face à toutes les affaires qu'elle devait traiter, elle ne communiquait plus, elle aurait réellement commencé à changer selon les déclarations de cet ex-petit ami, ajoutant qu'il avait même déposé une plainte contre elle, mais malheureusement, on n'en sait pas plus concernant cette affaire. Une autre amie de l'avocate, et également cliente de cette dernière, a aussi fait des déclarations sur les changements évidents dans le comportement de la jeune femme depuis sa rencontre avec Barry. Lisa Weiss Miller a déclaré qu'elle avait rencontré l'avocate en 2013 lors d'un programme de détournement d'anciens combattants. Après avoir fini à l'hôpital en raison d'une chirurgie du dos, Keegan est venu la chercher, a pris des médicaments pour elle, l'a ramenée chez elle, a même nettoyé sa maison et a pris soin d'elle pendant un bon bout de temps. Naturellement, les 2 femmes sont devenues amies et même très proches. Toutefois, en mai 2019, Lisa a vu une toute autre personne en Keegan, bien différente de celle qu'elle connaissait et qui avait pris soin d'elle pendant un temps. Durant cette période, Lisa s'était rendue chez Keegan pour se préparer à une affaire judiciaire pour laquelle son ami la représentait. Mais Lisa a déclaré que finalement, elle ne l'a jamais représentée, pour la simple raison que Keegan était beaucoup trop focus sur le cas de Barry, et ça faisait déjà un moment finalement qu'elle laissait passer plusieurs affaires juste pour se consacrer à celle de son petit ami. Plusieurs amis et membres de la famille de Keegan ont énormément témoigné quant au fait que cette femme avait littéralement changé de comportement depuis sa rencontre avec cet homme, ce qui montre que celui-ci a tout de même eu un impact vraiment négatif sur Keegan,
Mais on ne peut pas enlever que cette femme avait quand même pas mal d'antécédents de violence. Il y avait déjà 2 plaintes qui étaient à son encontre pour des violences et une autre plainte de son ex-petite amie et collègue dont on ne sait pas quel était le motif, mais sûrement que ça devait être un motif plus ou moins similaire. Alors après, ce ne sont que des spéculations de ma part, ce n'était pas forcément le cas, c'était peut-être par rapport à des choses juridiques quant à leur entreprise ou autre, mais dans tous les cas, certes, Barry Titus a sûrement eu une influence néfaste sur cette femme, mais il ne faut pas oublier qu'elle aussi avait des antécédents de violence, et possiblement, même sans l'avoir rencontrée, elle aurait au bout d'un moment, pour X raisons, tué aussi d'autres personnes. Les documentaires judiciaires déposés par les procureurs déclarent que, en tant qu'avocate, Keegan savait que l'offre de plaidoyer de l'État à Barry était de 10 ans de prison et qu'elle a communiqué cette information à ce dernier. Des efforts ont été faits par l'avocate pour effrayer Tiffany en espérant qu'elle ne poursuivrait pas ses accusations, mais en se rendant à l'évidence que Tiffany n'était pas du tout effrayée par ces menaces, des plans ont été faits pour la tuer afin de l'empêcher de témoigner contre son amant Barry. Et voici donc comment cette avocate est passée de l'autre côté du barreau. Et qu'est-ce que c'est malin de la part d'une avocate? En voulant faire éviter 10 ans de prison à son client et petit ami, eh bien ils se retrouvent tous les deux en prison, potentiellement condamnés pour le reste de leur jour, et ce n'est pas tout. Un député a par la suite témoigné que le 6 mars 2019, Barry avait envoyé un message à son père indiquant qu'il était allé donc au tribunal la veille et avait parlé à son père de l'offre de plaidoyer du procureur. Dans un message, il a déclaré ceci concernant son ex, Tiffany, et qui ne va clairement pas jouer en sa faveur lors de son procès en 2024. Keegan a son nouveau numéro de téléphone portable, mais je ne sais pas quoi faire d'autre que de prier pour qu'elle tombe dans un accident de voiture et meure à cause du karma d'essayer de me prendre la vie ou de passer les 30 prochains jours à dire au revoir à tous ceux que j'aime avant de mourir. Après avoir trouvé les coupables, les avoir arrêtés et mis derrière les barreaux en attendant leur procès, à défaut d'avoir leur version des événements, les policiers ont dû eux-mêmes démêler le cours de cette nuit dramatique où 3 personnes se sont sauvagement fait assassiner. Les procureurs ont alors allégué que le 6 septembre 2019, Keegan et Barry se sont rendus à Frisco, au Texas, et ont dîné avec sa famille avant de se enregistrer au Red Roof Inn à Plano. Le couple aurait ensuite conduit durant 3 heures pour revenir en Oklahoma, où vers 3 heures du matin, les autorités affirment qu'ils ont coupé le compteur électrique et les lignes téléphoniques chez les Chandler et ont donné des énormes coups de pied à la porte d'entrée pour pouvoir s'immiscer dans cette maison. Jack aurait été tué en premier, Tiffany qui était à l'extérieur de sa chambre a ensuite été abattue à plusieurs reprises dans le dos alors que les suspects la poursuivaient dans le couloir, tandis que sa mère tentait de se cacher dans le placard avant d'être elle aussi assassinée. Le jour où Tiffany et ses parents ont été tués, les procureurs ont déclaré que la voiture vue sur les caméras de surveillance d'où sont sortis les assaillants ressemblait fortement à la Lexus 2010 en possession de l'avocate. L'ADN de Barry aurait également été trouvé sur une casquette retrouvée près de la maison. On ne peut donc qu'en déduire qu'en 2024, ils seront reconnus coupables et feront sûrement face à une condamnation en perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, vu la gravité de leurs actes, voire même pire. Barry et Keegan ont tous deux été accusés de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de cambriolage au premier degré. Pour le moment, ils ont plaidé tous les deux non coupables, mais il est important de savoir que s'ils sont reconnus coupables, au-delà de la perpétuité, ils risquent surtout la peine de mort. Parmi les 5 facteurs énumérés à l'appui de la peine de mort en ce qui concerne Keegan, il y a le fait que l'accusé aurait créé un grand risque de mort pour plus d'une personne, que le meurtre de Tiffany était particulièrement odieux et impliquait de graves abus physiques, de la torture et de la douleur, que le meurtre d'Evelyn Chandler, la mère de Tiffany, était particulièrement odieux, notamment le fait que Evelyn se cachait dans son placard tandis que les 2 autres victimes ont été abattues, que les meurtres des Chandler étaient des tentatives d'éviter les poursuites judiciaires en l'encontre de l'un de ses clients, et que l'accusé a un antécédent de violence et commettrait probablement de futurs crimes. Keegan a, en plus de l'attente de son procès pour le triple meurtre, été condamné à 24 mois de prison fédérale pour possession d'une arme à feu après qu'une ordonnance de protection de la victime ait été déposée contre elle, et Barry a lui aussi écopé de 36 mois de prison pour possession d'armes alors qu'il lui était interdit d'en posséder.
On attend avec impatience leur procès en 2024 et j'imagine que Keegan est la mieux placée pour savoir ce qu'elle risque dans cette affaire. Peut-être voudra même elle-même faire sa propre défense. Après tout, qui serait la mieux placée pour se défendre, si on peut juger qu'on peut se défendre d'avoir commis de tels crimes? J'espère qu'il n'y aura pas de report d'audience et lorsque ce procès aura eu lieu et que l'on connaîtra enfin leur jugement et leur condamnation, je vous en ferai part comme d'habitude dans l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant juste en dessous et à activer la petite cloche des notifications, comme ça vous serez prévenu dès qu'une vidéo sort ou lorsque l'on met un post de l'onglet communauté, de sorte à ce que vous sachiez l'avancée des affaires qui sont toujours en cours. Évidemment, le fait que Keegan soit une avocate fait que cette affaire fait énormément parler d'elle aux États-Unis, c'est tout à fait normal. Lorsque un juge ou un avocat est mis en cause dans des affaires judiciaires, ça la fout toujours mal et il y a de quoi. Il me semble que nous, en France, on a 1 ou 2 juges qui avaient été accusés d'actes de pédocriminalité. Il faudrait que je recherche ça et pourquoi pas que j'en fasse une vidéo, d'ailleurs ça pourrait être intéressant. Mais bon, forcément comme dans tout corps de métier, il n'y a pas que des bonnes personnes. J'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo où c'était un pompier qui était mis en cause dans le meurtre et le viol d'une jeune adolescente de 16 ans. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est juste ici. Cette personne m'avait dit qu'il ne fallait pas mettre tous les pompiers dans le même sac et que c'était dommage que pour une personne ce métier soit mal vu. Et j'ai répondu que personnellement je ne trouve pas que ce meurtrier ait forcément impacté l'image des pompiers. Certes il était pompier, mais ça ne veut pas dire que tous les pompiers sont des meurtriers et des agresseurs, loin de là. Et donc je trouve ça triste et dommage que des personnes puissent faire l'amalgame entre le fait que cet assassin était pompier et donc potentiellement tous les assassins sont des pompiers ou des avocats ou autres. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Un métier ne fait pas de toi un assassin. En tout cas, j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous et qu'elle vous a intrigué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. Merci à vous et passez une bonne soirée. Ciao!